Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la deuxième partie du podcast Biathlon en live consacré à Martin Fourcade. Toujours à côté de moi pour animer cette émission. Romain, ça va Romain ? Salut Damien, toujours présent, toujours là aux avant-postes. Toujours là, très bien. Aymeric, tout va bien ? Ouais, ça va très bien. Je suis prêt pour cette deuxième partie sur Martin. Voilà, et cette deuxième partie, elle sera consacrée aux championnats du monde, ces fameux mondiaux où bien sûr Martin Fourcade a brillé tout au long de sa carrière. Je vous rappelle, la partie précédente était elle consacrée aux Jeux Olympiques. Donc une carrière d'à peu près une dizaine d'années, donc ce qui équivaut à quasiment autant de championnats du monde. Je vous rappelle, les championnats du monde ont lieu quasiment tous les ans, hormis les années olympiques et peut-être quelques exceptions dans les calendriers depuis la création de la Coupe du monde de biathlon. Retour donc sur les quinzaines mondiales de Martin Fourcade, c'est parti. Avant de rentrer dans le détail des différents mondiaux auxquels a pu participer Martin Fourcade, Aymeric, tu vas nous présenter un bilan général des statistiques de Martin dans ces championnats du monde. Tout à fait Damien, donc comme pour l'épisode précédent, je vais vous sortir quelques petites données intéressantes. Donc Martin, c'est 9 éditions de championnat du monde. Alors 10 si on compte le relais mixte couru à Khanty-Mansiysk lors de la saison 2009-2010. Qui était une saison olympique. Qui était une saison olympique, oui. Donc au total, c'est 54 courses disputées par Martin pour 28 médailles et 13 titres, dont 11 sur des formats individuels. C'est aussi au moins une médaille d'or à chaque mondiaux de 2011 à 2017, qui est un record. Et aussi au tir, c'est 724 cibles blanchies sur 905 pour une moyenne donc de 80% de réussite au tir. Impressionnant, c'est plus d'une médaille toutes les 2 courses pour Martin Fourcade et plus d'un titre de champion du monde toutes les 4 courses, des stats ahurissantes, mais qui sont tout à fait dans les standards de sa riche carrière. Donc cette carrière justement aux mondiaux, Martin Fourcade, il la débute en 2009 à Pyeongchang précisément en Corée du Sud, là où auront lieu les futurs Jeux Olympiques quelques années plus tard. Et dans ces JO de Pyeongchang, évidemment, ce ne sont pas des grands résultats, vous vous doutez bien, que Martin Fourcade va obtenir. Il est jeune à cette époque-là. Aymeric, est-ce que tu peux nous donner son palmarès dans ces mondiaux ? Oui, tout à fait. Donc Romain va revenir plus en profondeur un peu plus en profondeur sur ses résultats. Mais pour cette première campagne de mondiaux, Martin réussit des courses un peu au-dessus de ce qu'on attendait de lui. Donc il commence avec un sprint en terminant 18e. Il enchaîne avec une belle remontée, n'empêche, de 10 places pour monter 8e sur la poursuite. Par la suite, il prend la 13e place sur l'individuel malgré 3 erreurs au tir. Et il clôt donc sa campagne individuelle avec une 15e place sur la mass start. Et presque la médaille de bronze sur le relais homme avec son frère Vincent Defrane et Vincent G, où ils viendront finalement échouer à la 4e place. Merci Aymeric. Alors on va pas s'attarder trop longtemps sur ces premiers mondiaux disputés par Martin Fourcade, mais Romain, tu voulais nous dire quand même quelques mots à ce sujet. Ouais, pour Martin, c'est vraiment le premier grand rendez-vous de sa carrière. C'est sa première saison complète qu'il fait en Coupe du Monde. Donc il a seulement 20 ans et quand il arrive en Corée du Sud, il est classé à la 39e place du classement général. Donc on va dire en fait, il est surtout sur ces mondiaux pour emmagasiner un maximum d'expérience et prendre en quelque sorte la température à un an des Jeux de Vancouver. Mais comme l'a très bien dit après Aymeric, il a quand même mieux fait que se défendre sur ces mondiaux avec des résultats très convaincants pour une première mondiale. Oui, tout à fait. Et puis même s'il n'en fera pas partie, il va assister à un sacre familial, on va dire en quelque sorte. Oui, Martin ne sera pas aligné sur le relais mixte, mais il sera aux premières loges pour assister au titre acquis par l'équipe de France, où d'ailleurs il y avait notamment la présence de son frère Simon, qui est accompagné par Marie-Laure Brunet, Sylvie Beckhardt, ainsi que Vincent Defrane. Donc Martin n'était pas de la partie, mais je pense que c'est également une bonne expérience également pour lui de
Oui, donc d'observer une première prometteuse, hein, à 1 an des Jeux Olympiques, hein, pour cette première grande compétition à laquelle prend part Martin Fourcade. Et pour le retrouver sur des mondiaux, il faudra donc attendre 2 ans. Hein, donc, comme je vous disais, les Jeux Olympiques ont lieu en 2010. Et là, cette fois-ci, nous sommes en Russie, à Khanty-Manchik, pour une nouvelle présence, la seconde participation de Martin à des mondiaux. Et cette fois-ci, le palmarès va commencer à devenir assez consistant, Émeric, hein. Tout à fait, oui. Donc, Martin va goûter à ses premières médailles aux mondiaux avec une troisième place et donc une médaille de bronze sur le relais mixte, suivi par une très belle médaille d'argent sur le sprint, et enfin, sur la poursuite, le premier titre mondial de Martin. S'en suivra une 10e place sur l'individuel, avec 3 fautes, une 4e place sur le relais homme avec deux passages sur le pas de tir parfait, et une 10e place sur la mass start. On notera donc, hein, un titre mondial, 3 médailles de différentes couleurs, que Exactement. des top 10, hein, notamment. Mais aussi, c'est que à ces championnats du monde, Romain, Martin Fourcade arrive dans une position, hein, quand même beaucoup plus confortable. Il n'est plus le Martin Fourcade de 2009, hein. Ah oui, il a carrément passé un échelon. En 2 ans, il est passé d'outsider à favori. Martin arrive en Russie en étant à la 3e place du général, devancé par 2 Norvégiens. Taribeu qui est en tête, suivi de près par Emil Svensson. Et il arrivait du coup sur ce site de Khanty-Manchik, fort d'un succès sur la Masters de Fort Kent aux États-Unis, donc en arrivant et se positionnait clairement pour une médaille d'or. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, à ce sujet-là, les gars, alors moi, pas du tout, hein, ou vraiment très très vague. Est-ce que vous avez un souvenir de ces championnats du monde russes, Émeric? Alors moi, non, comme je le disais dans le podcast précédent, avant que le biathlon arrive sur l'équipe 21, j'avais pas vraiment l'occasion de regarder le biathlon, donc non, j'ai pas vraiment de souvenirs. Pas vrai. Oui, oui, bah, et puis c'était assez on l'a déjà dit, hein, le biathlon était encore très confidentiel, hein, même s'il y avait quelques frémissements à ce moment-là. Romain, et toi, est-ce que tu te souviens de quelque chose en particulier? Alors pour être honnête, non, je me souviens pas forcément de Martin sur ses championnats du monde et de son titre acquis sur la poursuite. Alors bizarrement, je me souviens plus d'Arne Pfeiffer. C'est Il peut-être parce m'avait qu'il avait encore des cheveux à cette époque. Oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, exactement, Emmerich. Il m'avait particulièrement marqué cette année-là, où il avait d'ailleurs remporté l'or sur le sprint devant le Catalan. Mais pourquoi lui plus que Martin, je ne sais pas du tout. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Martin me marquera plus à l'esprit 1 an plus tard aux mondiaux de Ruhpolding. Et justement, hein, ces mondiaux de Ruhpolding, hein, qui vont arriver l'année d'après, en 2012, eh bien, pas mal de choses ont changé pour Martin. Et d'ailleurs, il va arriver avec une nouvelle couleur de dossard, Romain. Alors oui, tout à fait, Damien, hein. Pour la première fois de sa carrière, Martin débarque sur des championnats du monde en tête du général. Alors en tête, certes, mais avec une maigre avance de seulement 21 points de marge sur son grand rival Emil Svensson. Alors pour Martin, l'objectif est très clair sur ces mondiaux, c'est de marquer un maximum de points en vue du gros globe, alors qu'il ne reste qu'une seule étape et 3 courses individuelles après ces championnats du monde. Car oui, pour rappel, les mondiaux comptent comme des courses à part entière de la Coupe du Monde, à l'inverse des Jeux depuis 2014 et les Jeux de Sochi. Alors Martin marquera des gros points, et qui dit gros points dit forcément des médailles. Des médailles que va nous détailler notre monsieur statistique. Alors ouais, pour 2012, c'est l'occasion pour Martin de réaliser son premier triplé. Donc 3 médailles d'or, une sur le sprint, une sur la poursuite et une sur la mass start. Tout ça agrémenté d'une médaille d'argent avec le relais homme, d'une 11e place avec le relais mixte et un peu moins bien d'une 25e place sur l'individuel avec tout de même 5 minutes de pénalité. Alors tu l'as dit, Émeric, des faits marquants, notamment son premier triplé. Ça rappelle le triplé de Raphaël Poiré en 2004 avec ses 3 fameuses médailles d'or et aussi son premier gros globe, Romain vous l'a rappelé tout à l'heure, hein, il a 7 quêtes en plus des médailles, donc il va repartir avec beaucoup d'avance au général. Autre fait important, Romain, sur ces mondiaux, des retrouvailles entre les frères Fourcade, tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, ces mondiaux ont été aussi l'occasion pour Martin et Simon de retrouver leur complicité fraternelle qu'ils avaient perdue depuis les Jeux de Vancouver et cette fameuse médaille d'argent de Martin sur la Mastart. Alors sur ces mondiaux de RuPaul, il y a deux moments qui ont permis de renouer ce lien entre les deux frères. Pour Simon, il y a une discussion dans la cabane de fartage de l'équipe de France qui pourtant paraissait anodine aux yeux de Martin, comme il le confiait dans son livre. Voilà, Martin réconfortait en fait son grand frère qui avait littéralement planté le relais mixte d'ouverture de l'équipe de France. Et pour Martin, en fait, c'est plus sur la piste que ça s'est passé lors de l'individuel. Martin, qui avait fait 5 fautes, comme l'a très bien dit Émeric, était complètement hors course. Et donc, fruit du hasard, dans son dernier tour, il se retrouvait sur la piste avec son frère Simon, qui était également dans sa dernière boucle. Mais en course pour la médaille, lui. Voilà, c'est tout à fait ça. Simon jouait encore quelque chose. Et donc, Martin s'est mis au service de son grand frère. Il a joué la locomotive dans le dernier tour et au final, on sait ce que ça a donné. Alors, on ne sait pas si vraiment ça a eu un impact sur le résultat de Simon, mais en tout cas, Simon a remporté la médaille d'argent sur ce 20 km. Sa seule médaille aux mondiaux de toute sa carrière. Voilà, donc c'est ça. C'est son unique médaille mondiale individuelle en carrière pour Simon. Peut-être aidé un peu par son frère, mais en tout cas, c'était une belle occasion de renouer la confiance renouer ces liens entre les deux frères. fraternels. Voilà, tout à fait ça. Un souvenir en particulier, Romain, sur ces mondiaux allemands? Alors oui, alors forcément, il y a ces 3 titres mondiaux acquis par Martin. Une razzia, comme l'avait fait, comme tu l'as dit très bien dit, par Raphaël Poiré, qui avait fait ça en 2004 à Oberhof. Je crois que Olena Lionen l'avait également fait dans le passé. Mais c'est surtout 2 faits marquants en fait, sur la piste que je retiens. Et 2 mêmes faits, on va dire, où il pose 2 sacs aux Suédois dans la grosse bosse. Les fameux sacs de Martin Fourcade. C'est ça, sur la poursuite. Alors un sac sur la poursuite à Bergman et un autre sur la Mastart à Ferry. Et d'ailleurs, en fait, c'est mon premier gros souvenir de Martin. Je crois que c'est sur la poursuite. Hein, et cette incroyable attaque là où il part comme une flèche. Alors en plus, je me rappelle, hein, c'était à midi, j'étais à table. Et d'un coup, quand j'ai vu ça, je me suis levé. J'ai dit, oh là là, mais c'est quoi ce gars-là Et c'était vraiment impressionnant. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ce gars, il est vraiment pas fait comme les autres. Et l'avenir te l'avenir te donnera raison. Ça, c'est le. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et non, vraiment, c'est vraiment 2 moments qui m'ont vraiment marqué sur ces championnats du monde. Et c'était vraiment très, très impressionnant de la part de Martin. Ah bah là, c'est clair et net. Hein, Martin Fourcade, il rentre dans une autre dimension. Hein, 3 titres de champion du monde, un triplé, c'est quand même assez rare hein, dans n'importe quel. Ouais, et comme après, on le disait. Il a ensuite enchaîné avec son premier gros globe de cristal. Voilà, hein, c'est ça. Hein. Pour une saison vraiment exceptionnelle. Voilà, hein, et c'est la première de ce ton-là. Hein. Il y en aura bien d'autres. On va y revenir, enfin, notamment sur ces mondiaux. Donc on clôture là pour ces mondiaux allemands extrêmement prolifiques. On passe à l'année suivante, en 2013, à Nové Mesto, précisément en République tchèque. Martin, encore en tête du général, Romain, pour cette arrivée aux mondiaux? Oui, comme RuPaul, Martin arrive en tête du général sur ces mondiaux, mais cette fois-ci avec un matelas un peu plus confortable sur Emil Svensson, 62 points je crois d'avance. Mais en plus là, de cette quête d'or qui va animer ces mondiaux de Nové Mesto, on attend surtout une grosse explication entre ces 2 champions à 1 an des Jeux de Sochi, et cette explication, elle aura bien lieu. Et en effet, cette bataille aura bien lieu. Émeric va nous détailler le palmarès de Martin Fourcade dans ces mondiaux tchèques. Ouais, donc des mondiaux 2013 riches en médailles pour Martin, avec quand même donc 5 breloques, 4 en argent, une sur le relais mix, sur le sprint, la poursuite et le relais homme. Et comme titre phare, donc le titre de champion du monde sur l'individuel, avec un très bon 19 sur 20. Mais bon, une petite zone d'ombre, donc ça sera une 10e place obtenue sur la Mastart. Malgré un 18 sur 20. Voilà, malgré un 18 sur 20. Mais bon, ce qu'on retiendra, ça sera quand même ces 4 médailles d'argent et ce titre. Et le fait qu'il soit tombé qu'une seule fois du podium en 15 jours de compétition.
Un très beau palmarès donc sur lequel on va revenir. Juste une petite précision, cette étape tchèque de Nové Město, elle est toute récente dans le calendrier. En effet, il y a eu juste une étape de Coupe du Monde, une étape pré-mondiale justement. Et donc, c'est ces championnats du monde qui ont lieu en 2013 et on le sait maintenant, c'est devenu un lieu assez incontournable, notamment avec son ambiance volcanique qui a lieu quasiment, cette épreuve a lieu quasiment tous les ans. C'est tous les ans je crois les gars, c'est ça alors, une saison, il n'y a pas eu, il y a 2-3 ans. On va dire que c'est une étape régulière en tout cas. C'est devenu une étape régulière où les biathlètes prennent plaisir à aller. Oui, tout à fait. Et Moïse nous le disait il y a quelques instants, beaucoup de deuxième place, mais alors, qui a devancé autant Martin Fourcade? Est-ce que c'est un seul homme? Est-ce que ce sont plusieurs? Romain, tu peux nous lancer un peu là-dessus? Un Norvégien, en effet, qui embêtera durant une longue partie de la carrière de Martin, que j'ai évoqué un peu plus haut tout à l'heure, du nom de Emil Jensen, qui a en fait à chaque fois devancé Martin quand il décrochait la médaille d'argent, comme l'a très bien dit Émeric tout à l'heure. Sur le relais mix d'ouverture, Martin et l'équipe de France finissent deuxième. Emil Jensen avec son équipe décroche l'or. Sur le sprint bis repetita, Emil Jensen décroche la médaille d'or. Martin finit second. Ainsi que sur la poursuite, on assiste à un finish de titan entre les deux où il va falloir attendre des longues secondes avant d'avoir la photo finish et de se rendre compte qu'une nouvelle fois le Norvégien dévance le Français. Ça me dit quelque chose. Oui, tout à fait, Damien. Et ainsi sur le relais masculin où les Norvégiens ont devancé les Français. Et Martin est quand même reparti de ces mondiaux avec une médaille d'or. Et du coup, on peut se demander la question, mais où était passé Emil Jensen? Et en fait, il était tout simplement malade sur l'individuel, donc il n'avait pas pu prendre le départ. Et donc Martin en a parfaitement profité pour décrocher le seul sacre qu'il aura à Nové Město. Et oui, donc, malgré une très belle bataille. Une belle bataille, et malgré ses 5 médailles, Martin Fourcade, ce qui peut paraître incroyable, on peut le dire, l'homme de ces mondiaux tchèques, c'est Emil Jensen, avec tous ces titres-là. Oui, avec 4 titres mondiaux, c'était l'homme fort de ce championnat du monde en République tchèque. Et voilà, Martin a également réalisé des mondiaux formidables, mais il en manquait un petit peu pour passer devant le Norvégien, quoi. Mais oui, c'était les mondiaux clairement d'Emil Jensen, et même de la Norvège. Et même de la Norvège en général. Alors, Martin Fourcade l'a dit à de nombreuses reprises quand il a été interrogé sur ce sujet-là. Il le fait de lui son plus grand adversaire le long de sa carrière. Est-ce que c'est un avis que vous partagez, vous, les gars? Alors, personnellement, je pense que oui. De toute façon, comme on peut le voir donc, lors de ces mondiaux, Martin a plusieurs reprises été devancé par Svensson tout au long de sa carrière, du moment quand il était en confrontation avec Svensson avant qu'il prenne sa retraite. Plusieurs fois, il a beaucoup lutté contre lui, il a perdu, il a gagné, il s'en est passé des choses entre lui. Et comme il le dit très bien dans son livre, c'est son plus grand rival, c'est celui contre qui il a mené les plus rudes batailles, et c'est tout ce qui fait pour moi, à juste titre, le fait que ça soit le plus grand adversaire de sa carrière. Tu es du même avis, Romain? Je suis totalement d'accord avec Émeric, et Martin l'a très bien dit quelques semaines après qu'il ait pris sa retraite, que Svensson était son plus grand adversaire. Et j'ai aussi ce ressenti, cette adversité qui s'est faite vraiment sur la durée de sa carrière. Pour Johannes, alors oui, il y a eu un duel, mais c'est surtout sur une seule saison, je trouve, la 2017-2018, où voilà, ils étaient vraiment tous les deux sur une autre planète. Alors on pourrait aussi dire sur la saison qui vient de s'écouler, vu que le général ne s'est joué qu'à 2 points entre les deux. Mais pour moi, c'était plus un duel à distance, je trouve. On a eu une première partie de saison, le mois de décembre, où Johannes quand même écrasait la saison. Puis à Martin qui a refait son retard en janvier, profitant de l'absence de Johannes, qui devenant papa pour la première fois, qui s'était absenté pour cela. Et ensuite, il y a Johannes, le Norvégien, qui a rattrapé son retard petit à petit sur la fin de saison, malgré une belle résistance de Martin. Et même en piste, je trouve, hormis le dernier tour de la Mastart des mondiaux d'Oslo en 2016, où Martin et Johannes se sont bagarrés jusqu'au bout,
j'ai pas le souvenir d'une bataille acharnée entre les deux pour jouer la gagne. C'est vrai. Alors peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais alors que pour, tu vois, Martin et Mizensen, des finishes, des batailles sur la piste, on en a un paquet. Hein. Je pense qu'ils collectionnent pas mal de photos Sur la finish ligne ensemble. d'arrivée, sur la piste. Donc voilà, pour ça, pour moi, la rivalité Emil Zensen, Martin Fourcade est plus forte que celle avec Johannes Beu. Parce que voilà, je dis Johannes Beu, Zensen, parce que c'est vraiment les deux grands concurrents qu'a eu Martin durant sa carrière. Ouais, et juste pour rajouter un petit truc, comme il le dit dans... Bah, après, c'est au moment où il a écrit son livre, donc c'est pas à la toute fin de sa carrière, mais au moment où il l'a écrit, les 3 courses les plus marquantes qu'il ait en tête, c'est 3 fois des courses face à Emil Svensson. Et en plus finishes. perdu. Ouais, 3 finishes. Ouais, c'est vrai. On a évoqué Emil Svensson, on a évoqué Johannes Beu. Il aurait pu y avoir éventuellement un 3e larron. Hein. Martin Fourcade l'avait cité en début de saison, notamment sur la 2e partie de carrière. C'est l'Allemand Simon Schempp. Hein. Il l'avait dit qu'il en faisait son adversaire numéro 1. Malheureusement, ça n'a que... Au moment d'aborder Nove Mesto 2013, je me souviens en ayant revu certaines courses et les commentateurs étaient d'accord sur ce sujet-là pour dire qu'à l'époque, Schempp faisait partie des grands adversaires de Martin. Ouais. Ah bah tout à fait, d'ailleurs ça fait une très bonne transition, hein, parce que justement ce Simon Schempp, hein, il est en concurrence avec Martin Fourcade en 2015 sur les mondiaux qui se déroulent en Finlande à Kontiolahti, hein, pour une nouvelle édition de ces championnats du monde. Et tu nous en dis un petit peu plus, Romain, justement sur cette rivalité. Oui, alors Martin est toujours en tête du général, ça ne change pas avant d'aborder les mondiaux. Mais par contre, l'adversaire, le dauphin de Martin, change de nom. Comme tu l'as très bien dit, Damien, c'est l'Allemand Simon Schempp, qui est quand même tout de même relégué à 78 points derrière lui. Alors, Martin arrive une fois plus donc en tant que grand favori pour ces mondiaux. Alors même si sa saison connaît quand même des hauts et des bas sur le plan physique, notamment dû à une mononucléose qu'il a attrapée durant sa préparation estivale et qui l'a retardé et qui l'a un peu épuisé durant toute Et sa oui, qui aura saison. peut-être un impact sur ces mondiaux, hein, la preuve, même si bien évidemment ça reste largement un très très beau palmarès, hein, Aymeric, la preuve, tu vas nous évoquer ce palmarès. Une mononucléose, oui, pas forcément sans conséquence quand on regarde un peu ces mondiaux 2015. Martin en repart avec un seul titre. Il faut tout de même quand même On devient remporter. gourmand, Hein, on devient gourmand, c'est pour ça. Voilà, Ouais, c'est ça, on devient gourmand. On commence à devenir gourmand, et donc il y a un seul titre et 3 médailles. Donc la deuxième, ça sera une médaille d'argent qu'il a obtenue sur l'ouverture avec le relais mixte. Et la 3e médaille, c'est une bronze avec le relais homme. Et autour de ces 3 médailles, ce sont donc une 12e place sur le sprint, une remontée de 5 places pour finir 7e sur la poursuite, et clôt cette quinzaine de Kontiolahti avec une 10e place sur la Mastart. Merci Aymeric, et justement ce titre mondial, hein, sur l'individuel va être teinté d'émotion, hein, vraiment, suite à un événement qui s'est passé quelques jours auparavant, une bien triste nouvelle, Romain. Pour cela, il faut revenir 72 heures auparavant. Martin était sous le choc, comme l'ensemble du sport français et même la France tout court, d'apprendre ce terrible accident d'hélicoptère survenu en Argentine lors d'un tournage d'une télé-réalité française du nom de Dropped, pour la citer, et qui a malheureusement provoqué la mort de 10 personnes, dont 3 grands sportifs. Il y avait la grande navigatrice Florence Artaud, la nageuse des championnes olympiques Camille Muffat, ainsi que le boxeur Alexis Vastine. Et bien sûr, très affecté par ce drame, et pour marquer sa marque de soutien, Martin dessinera un ruban noir sur son dossard, sur son dossard jaune qu'il endossera sur l'individuel. Et devinez quoi, malgré une petite faute au tir, Martin remportera cette course en franchissant la ligne d'arrivée les doigts levés au ciel. Donc voilà, Martin ne pourra pas faire plus bel hommage en décrochant ce titre, malgré cette course chargée en émotions. Et pour la petite anecdote, au moment où il s'est présenté pour prendre le départ de la course, donc comme tu le disais, avec le ruban noir décidé sur son dossard, les officiels, ils ont tiqué dessus, et au début, ils voulaient pas le laisser prendre le départ. Donc il était obligé de s'expliquer
avec eux et de leur faire comprendre pourquoi il avait fait ça. Et puis finalement, comme tu le disais, hein, il a pris le début de la course pour advenir ce qu'il est advenu. Tout à fait. Voilà, c'était une triste victoire, hein. C'est comme quoi ça peut exister aussi. Les Tottenham dans Oui, ce... c'était pas le moment, Voilà, c'était pas la fête, exactement. on va C'est dire. pas là où il a dû avoir les plus belles émotions, on va dire, positives dans sa carrière, mais quand même, hein, on retient donc ce titre à Kontiolahti, un énième titre pour Martin Fourcade, qui va ensuite se rendre sur un autre site. Alors on n'est pas très loin, hein, de la Finlande à la Norvège, hein. Il y a peu Faut de... traverser la Suède quand même. Faut traverser la Suède quand même. Merci Romain pour ce point. Traverser la mer Baltique. Ce point géographique. Et la mer Baltique aussi, décidément, j'étais loin du compte. En tout cas, là, on se rend dans le temple du biathlon, hein, vraiment du ski nordique même en général. Et Romain, tu vas nous poser le contexte de tout ça. Un contexte favorable à Martin, hein. Il ne reste que 7 courses individuelles pour boucler la saison, dont celle des mondiaux. Et Martin se dirige déjà tout droit vers un 5e gros globe consécutif. Il possède plus de 200 points d'avance. Il l'écrase. Oui, il écrase complètement, hein. Il possède 200 points d'avance sur son adversaire le plus proche, qui est le russe Anton Chipuin. En plus, Martin revient d'une tournée nord-américaine très convaincante, avec 2 victoires sur 4 courses, alors que ses grands rivaux norvégiens ont préféré en partie faire l'impasse sur cette tournée pour se mettre toutes leurs chances de leur côté pour ces mondiaux à la maison, où ils jouent clairement leur saison en fait. Et donc Martin arrive une fois plus sur la colline d'Holmenkollen en tant que grand favori pour rafler les médailles d'or. Mais il y a quand même une petite inquiétude d'aller côté tricolore, car en rentrant de la tournée nord-américaine, Martin va tomber malade en chopant une sinusite qui va le contraindre à se ménager durant quelques jours. Même s'il n'est pas forcément inquiet, il y a tout de même quelques interrogations qui subsistent sur son état de forme avant de débuter ses mondiaux chez ses meilleurs ennemis. Oui, Martin Fourcade, c'est pas un spécialiste des impasses, hein, d'une manière générale, hein. Non, il n'en a pas fait beaucoup. Il en a pas beaucoup fait dans sa carrière. Il en a fait une avant les mondiaux de Sochi, je crois, sur les l'étape de Jeux Olympique, Olympiques, tu veux dire. Mais Sochi, sinon, ouais. Non, tu as dit les mondiaux, mais vas-y Romain, il n'y a pas de souci. Ah oui, oui, excuse-moi, les Jeux Olympiques de Sochi, pardon. Il avait fait l'impasse, je crois, sur l'étape de Ruhpolding avant d'aller à Antholz, puis enchaîner avec les JO. Mais sinon, non, pas beaucoup d'impasses. Voilà, et des impasses un peu plus forcées, on y reviendra tout à l'heure quand on évoquera la saison les mondiaux 2019. Ok, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, on est dans le temple du ski nordique. On a un Martin Fourcade qui écrase la concurrence et qui va partir d'Oslo avec un palmarès, Aymeric, totalement incroyable. Écraser la concurrence, ouais, c'est peu dire au vu des résultats de Martin sur cette quinzaine exceptionnelle. Donc c'est incroyable, il remporte les 4 premières courses avec pour commencer le relais mixte, le sprint, la poursuite et l'individuel, avant d'enchaîner un petit peu moins bien avec une 9e place sur le relais homme, lors duquel il réussit quand même un tir parfait. Et il clôt cette magnifique quinzaine d'Holmenkollen avec une médaille d'argent sur la Mastart. Une quinzaine complètement folle, hein, Romain. Ah, c'était complètement dingo, hein. Je pense que cette quinzaine à Oslo, on va s'en souvenir pendant très longtemps. Hein. Là, je suis sûr qu'avec Aymeric, on a de très bons souvenirs. Ah, carrément, ouais. Parce que c'était Martin, mais pas que, hein, c'était l'ensemble du clan tricolore qui était présent, qui était au niveau sur ces 15 jours en Norvège. Martin chez les hommes et Marie Dorin-Habert chez les dames qui avaient amassé 6 médailles. Première nation, hein. Soit une sur chaque course. Oui, première nation, ce qui est arrivé aussi l'année d'avant, précédente à Kontiolahti, je crois. Mais là, c'était fois puissance 10, hein, avec 11 médailles au total, dont 6 en or, 4 en argent et 1 en bronze. Et en plus, faire ça chez nos amis norvégiens. Oui, c'est ça qui est fou. Encore mieux. La petite bosse avant beau, la dernière ligne droite, le télémarque de Martin Fourcade, et c'était devenu la marque de fabrique, hein. C'est ça, exactement. exactement.
nos amis norvégiens qui sont évidemment très fair-play applaudissaient, mais c'est vrai que voilà, hein, Je pense qu'il devait peut-être en avoir un peu marre quand même de voir un Martin petit gagner. peu marre, hein, on peut faire des parallèles avec d'autres sports, mais si vous voulez gagner chez les Norvégiens autant de titres, moi ça me rappelle un peu en handball, notamment quand la France est allée gagner les championnats du monde hein, en Croatie, dans une salle croate. Hein, alors bon, on est sur d'autres contextes, hein, évidemment, l'ambiance est beaucoup plus pesante, mais voilà, hein, Ah ça oui, rajoute du piment, du sel justement à je me un titre rappelle, quand on va le conquérir là-bas. ouais, c'était une ambiance très très pesante. Enfin, à chaque fois que les Bleus avaient la balle, c'était la bronca, quoi. Ah, bah, Et tout à fait, tout à fait. Et puis bon, bah, là, traditionnellement, hein, en quand on biathlon, gagne. c'est un peu différent quand même. Voilà, c'est ça. Et traditionnellement, quand on gagne une course à Oslo, on a aussi un honneur bien particulier, Emmerich. Hein. Un honneur particulier, ouais, c'est très bien dit, parce que les vainqueurs à la fin de la course ont comme tu le dis, l'honneur de serrer la main du roi de Norvège. Oui, c'est ça. Hein. Le roi Harald, hein, c'est ça je Le crois roi Harald, ouais. Tout à fait. Et on peut dire qu'il en aura serré des mains françaises pendant ces championnats du monde, notamment celle de Martin Fourcade. Alors, on a parlé donc de toutes ces victoires. Et puis, il y a cette dernière course, hein, le fameux quadruplé individuel qui l'attendait. Et un dernier tour, on en a parlé déjà tout à l'heure, un peu fou, Romain. Et c'est peut-être justement le début de la rivalité entre Martin et Johannes Beu qui se sont tous les deux confrontés dans ce dernier tour de la Mastart pour jouer cette ultime médaille d'or où Martin pouvait justement faire ce quadruplé historique en individuel. Mais comme Martin l'avait si bien fait à Simon Shape sur le relais mixte, Johannes Beu le fera également au Catalan sur la Mastart en lui posant un sac dans l'ultime bosse juste derrière le Peut-être pas un de peu tir. fatigué, hein, notre Martin Fourcade aussi, faut dire. Oui, hein, oui, là, toutes je ces pense qu'il courses. était il avait fait des mondiaux assez exceptionnels depuis le début. Oui, oui. Je pense qu'à un moment donné, où le Puis corps on le sait, hein, toute la ferveur dit stop. médiatique qui tourne, voilà, hein, c'est un peu, on le sait en biathlon, hein, quand on gagne, quand on finit sur le podium, il y a des obligations C'est médiatiques ça, qu'on n'a tout à pas fait. d'habitude, Oui, enfin, exactement. la presse, les médias, je l'ai dit, hein, mais les contrôles antidopage, enfin tout ce qui tourne autour, on rentre plus tard à l'hôtel, voilà, donc toute une multitude de C'est des choses petites qui choses font petit à petit que... qui s'accumulent et au final, Martin n'était pas aussi frais qu'il était en début de mondiaux au départ de cette Mastart et il l'a sans doute payé dans ce dernier tour, dans cette dernière bosse où Johannes a pu appuyer sur l'accélérateur et que Martin n'a pas pu l'accrocher. Mais voilà, Martin, on serait peut-être presque là en train d'être triste, enfin d'être déçu, mais Martin avait quand même une magnifique médaille d'argent autour du cou pour conclure ses championnats du monde. Et Johannes qui sauve donc l'odeur de la Norvège, hein, et qui, on ne le sait pas encore, même si on peut s'en douter, va devenir un peu le poil à gratter hein, de Martin Fourcade. Tu l'as dit tout à l'heure, Romain, c'est peut-être la seule course où vraiment on va avoir une confrontation entre les deux hommes. Hein. Bon, c'est bien beau tout ça, les gars, mais à votre avis, à Oslo, est-ce qu'on a assisté à la plus belle quinzaine mondiale olympique de Martin Fourcade ? Pour moi, je pense, enfin, je sais pas quelle va être votre réponse, mais pour moi, oui. Le voir gagner déjà les 4 premières courses d'affilée, d'autant plus en Norvège, devant quasiment à chaque fois des Norvégiens, si ce n'est sur l'individuel, il me semble. C'est une quinzaine, franchement, vraiment exceptionnelle. Quand tu vois les noms qu'il y a derrière lui, puis non, franchement, ouais, c'est vraiment pour moi la plus belle quinzaine qu'il ait réussi, que ça soit au championnat du monde ou JO confondu, quoi. T'es d'accord, Romain, ou il y a une autre quinzaine qui t'a marqué ? non, pas forcément. Alors, mondiaux, oui, c'est certain. Après, confondu avec les JO, je suis pas forcément d'accord. Pour moi, je me mettrais quand même les Jeux de Pyeongchang devant. Alors peut-être qu'en Corée, il remporte que, entre guillemets, bien évidemment, 3 médailles d'or contre 4 à Oslo, plus une médaille d'argent. Mais repartir quand même avec autant de médailles sur un événement planétaire où tout le monde t'attend, où tu as une pression de malade, quoi. Où tu as une nation entière qui compte sur toi, pour apporter un maximum de médailles et que en plus tu es le porte-drapeau de ta délégation. Je trouve ça prodigieux, quoi. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Oslo aussi, hein, c'est prodigieux ce qu'il a fait, hein, surtout chez ses meilleurs ennemis en Norvège de réaliser un tel exploit. Mais voilà, pour moi, je donnerais quand même un petit avantage au jeu de Pyeongchang. Je suis plutôt de ton avis aussi, Romain. Enfin, je place l'Olympisme au-dessus de tout, surtout pour ces disciplines-là, hein, comme
comme les disciplines type biathlon, ski de fond, ski alpin. C'est vrai que c'est remporter 3 titres olympiques, c'est tellement rare. Et puis il y a 5 médailles au total. Voilà, même si là on est vraiment focalisé sur une quinzaine. Après, c'est vrai que là où le petit bémol que je peux mettre, et là c'est là où je vais rejoindre un peu Aymeric quand il insistait sur le fait de faire ça en Norvège, sur un lieu mythique en plus du ski nordique, c'est que c'est vrai que ce soit le site de Whistler à Vancouver, que ce soit à Sochi ou à Pyeongchang, on est sur des Jeux Olympiques, donc forcément il y a tout ce qui va avec, mais on n'est pas sur un terrain déjà marqué, une histoire, quelque chose. Le contexte. Le C'est contexte, le contexte qui, voilà, pour c'est moi, ça. qui joue beaucoup. Ouais. Exactement. À Oslo, que ce soit une étape de Coupe du Monde, que ce soit un championnat du monde ou autre chose, ça reste mythique, et c'est vrai que c'est pour ça que, mais voilà, cette quinzaine, je la placerai quand même en deuxième parce que c'est pas les Jeux Olympiques et que gagner 3 médailles d'or, voilà. Puis à une croisée des chemins avec 2 de ses plus grands adversaires qui étaient là. C'est vrai. Oui, c'est vrai. À ce moment-là. C'est sur la Mastart d'Oslo. Là, il termine du coup deuxième entre Johannes Bö, qui était un peu l'avenir du biathlon, et Ole Darmjondalen, qui était on va dire le passé, qui mais qui finit quand même troisième. C'était vraiment une belle image, je trouve, ce podium aussi de cette Mastart à Oslo. Et oui. Donc on retiendra vraiment cette incroyable quinzaine de Martin Fourcade. On n'a pas fini de toutes les évoquer, mais c'est vrai qu'au niveau des mondiaux, on peut déjà vous le dire, c'est la plus belle qu'il ait pu faire, du moins en termes d'intensité. Et d'ailleurs aussi, c'était la première diffusée en clair sur la chaîne d'équipe. C'est vrai, il a choisi le bon moment pour faire ça. Ok pour la Norvège, et ben là on va aller un petit peu plus au sud, et donc on part à Orfilsen en Autriche, et nous sommes en 2017. Comment se passe l'année 2017, Romain ? L'année de 2017 de Martin se passe plutôt bien, on va dire. Non, alors là, Martin débarque à Orfilsen. Alors là, c'est même pas la pancarte qu'il a, ni le panneau publicitaire. Là, il a vraiment une autoroute à double sens pour lui tout seul. Alors, depuis le début de saison, Martin il est vraiment seul sur sa planète. Alors pour vous dire, après 6 étapes, il compte déjà 10 succès sur la Coupe du Monde, et il a 276 points d'avance au général. Là, donc pour vous dire que vraiment là, c'était vraiment Martin et les autres sur cette saison-là. Alors certes, le Catalan va collectionner les métaux en Autriche, mais il pourra peut-être avoir quelques petits regrets dans la dynamique qu'il était, malgré le contexte un peu de guerre froide qui régnait sur ses débuts de championnat du monde. Et oui, et un palmarès que Aymeric va nous détailler. Alors, comme la saison précédente, Martin a remporté 5 médailles, mais bon, elles seront pas toutes... le métal ne sera pas le même sur toutes les médailles. Le relais mixte, c'est une deuxième place avec une médaille d'argent et un très beau 10 sur 10. En sprint, il va remporter la médaille de bronze avec seulement 2 erreurs. Après, sur la poursuite, il va se reprendre. Il va gagner 2 places pour remporter son seul et unique titre mondial de la quinzaine. Il enchaîne avec une très belle médaille de bronze sur l'individuel avec 2 minutes de pénalité quand même. Il remportera pour la deuxième fois une médaille sur le relais homme, qui est donc en argent. Et malheureusement, il terminera sans médaille sur la Mastart avec une 5e place. Donc un titre et 5 médailles, ce qui reste un palmarès plus qu'honorable. Romain parlait de guerre froide, justement. On va laisser un peu l'aspect sportif sur ces mondiaux pour revenir sur l'aspect extra-sportif. Et Aymeric, tu vas justement nous parler de cette guerre froide. Guerre froide, oui, tout à fait. Donc, pour rappel, Alexander Loginov avait été suspendu en 2014 pour 2 ans suite à un contrôle positif à l'EPO, qui, comme vous le savez, est interdit dans le sport de haut niveau. À l'approche des championnats du monde, la fédération russe avait publié sur Instagram un rappel des victoires d'Alexander Loginov, notamment sur les championnats d'Europe qui venaient juste de se dérouler. Et sur cette même publication, Martin avait commenté en disant qu'il ne fallait pas oublier que son plus beau trophée, c'était celui de cette dopée. Par la suite, au moment d'un passage de relais, en fait, Martin et Alexander Loginov se sont un petit peu accrochés sur la piste. Et donc, pour se venger, les Russes avaient décidé de ne pas serrer la main de Martin Fourcade au moment de la remise des médailles sur le podium. Ce qui avait totalement énervé Martin.
Sacré contexte, hein. On le sait tous, hein, la carrière de Martin Fourcade, Un geste anti-sportif, ouais, qui est. antisportif, qui est peut-être un geste de vengeance, hein, du moins c'est comme ça qu'on a pu l'appréhender. Et il y avait même eu des explications lors de la conférence de presse d'après-course, la fameuse conférence sur laquelle les biathlètes sont obligés de participer. Mais ceux qui sont sur le podium, du moins, et ce qui était le cas des Russes et des Français. Et oui, donc on le sait, hein, Martin Fourcade, hein, on a fait son cheval de bataille tout au long de sa carrière, hein, la lutte antidopage, il a toujours eu des mots très forts, que ce soit dans le biathlon ou même dans les autres sports en général, hein, et ça restera un événement marquant, mais qui va quand même être le début, hein, de quelques années de guéguerre, hein, médiatique surtout, hein, et tant mieux, et judiciaire bien évidemment, mais une guerre médiatique auquel Martin Fourcade va largement participer quand on lui donnera l'occasion de s'exprimer justement sur ces questions de dopage. Et en plus, Martin est numéro 1 mondial, hein, là, c'est le patron de la discipline depuis pas mal d'années déjà, et sa voix pèse littéralement sur. Quand il dit quelque chose, ouais, il est écouté, quoi. Voilà, oui, voilà, il est écouté. Ça, donc. Oui, et puis pour revenir un peu sur cette histoire-là, il y a un contentieux, hein, depuis les JO de Sochi, même si ça va pas apparaître des JO, hein, mais avec l'apparition du dopage général organisé, hein, dans les Oui, c'est fédérations l'affaire sportives McLaren russes. aussi, je crois, où voilà, on a découvert pas mal de cas de dopage russe, dont Loginov, je crois, d'ailleurs, faisait partie. Et donc il a purgé sa peine en revenant sur ces mondiaux, mais forcément, voilà, c'est toujours dans un coin de notre gorge, on va dire. Mais j'avais eu la chance, il y a quelques semaines, de rencontrer Martin Fourcade en visioconférence via le site L'Équipe, et un auditeur lui avait posé une question sur le dopage, et il avait une réponse assez bon, qui n'engage que lui, même si on lui fait confiance, mais qui était assez marrante sur le fond, parce que quand on lui demandait est-ce qu'il avait envisagé de se doper un jour, est-ce qu'on lui a présenté quelque chose pour se doper, et sa réponse était mais je voudrais me doper aujourd'hui, je prendrais mon téléphone portable et je ne saurais même pas qui appeler. pour voilà, Ah oui. pour dire quel point C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est jamais venu à l'esprit de Martin. non, voilà, c'est ça. Et puis il a pas, bon, il assume ses opinions, il a pas froid aux yeux, parce que là, bon, on parle de guerre de guerre froide avec Nos amis russes, ouais. les biathlètes russes. Mais souvenez-vous aussi de ce qu'il a dit sur une icône du sport français, le cycliste Laurent Jalabert, Laurent Jalabert, oui. voilà, hein, qui trouvait inadmissible qu'il Commente commande des courses avec son passé et tout. Donc voilà, hein, s'il est vraiment investi dans cette lutte-là, et on peut se douter que justement, dans oui, il y en a ses qui futures aiment, missions, d'autres qui n'aiment pas son. Voilà, c'est ça. Voilà, parler. Enfin, en tout cas, voilà. C'est un franc-parler, on aime ou on n'aime pas, mais bon. Mais après, au final, sa cause et sa volonté est bonne sur le fond. De toute façon, on peut que le soutenir. La lutte est bonne, ouais. Ça part d'un excellent sentiment, ça c'est sûr. Donc on va refermer, hein, pour cet aspect extra-sportif, revenir un tout petit peu sur le sportif, Émeric, et puis quelques souvenirs de ces championnats d'Orfilsen, avec quelques belles courses. Alors, ouais, des souvenirs, mais moi, il y a. Bon, alors, c'est pas Martin, mais il y a quelque chose dont je me souviendrai, c'est la victoire de Lowell Bailey sur l'individuel, alors que Martin finit troisième. Hein. Ouais, que vous le savez, hein, je vous en ai parlé dans le premier podcast que vous avez vu sur le site. Un très grand fan. J'aime bien les biathlètes américains. Et sur cette course, Martin était parti depuis un moment. Il était même arrivé quand Lowell a pris le départ avec le dossard numéro 100 sur 102 concurrents au départ. Et avec son dossard numéro 100, il arrive sur le dernier tir avec un 15 sur 15. Il sait que s'il met ses 5 balles dedans, bon, il peut jouer un podium. Il les met. Il ressort en avance sur entre-temps, Andrej Moravec qui était passé devant Martin. Et il tient son écart. Et il arrive à être sacré champion du monde. Donc c'est la première fois qu'un Américain est champion du monde, et en plus devant Martin Fourcade. Donc c'est pas un petit événement, quoi. Il y avait Lowell Bailey devant Moravec, je crois. Devant Andrej Moravec et Martin Fourcade. Ouais. Il y avait eu un c'était sprint. Beau, hein. Ouais, c'était un très beau moment. Il y a eu un sprint très serré, Romain, aussi, hein, je crois. C'est ça, seulement 7 dixièmes ont séparé Johannes Beu de Bénédicte Doll. Alors Bénédicte Doll avait franchi la ligne d'arrivée en premier avec un plein. Johannes Beu le suivait et fait un 10 sur 10.
Et il naviguait dans les mêmes temps de l'Allemand tout au long de la course. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier mètre, on savait pas qui allait gagner. On voyait Doll qui était en train de regarder l'écran, tout stressé, en train de se dire si ça va le faire ou pas. Et finalement, Johannes Bö va s'écraser, va s'effondrer sur l'aire d'arrivée en apprenant qu'il ne finit qu'à 7 dixièmes de la médaille d'or. Je me souviens de cette scène, il était, je crois, sur le dos, en train de suffoquer à moitié Johannes Bö. Mais voilà, c'était une très belle arrivée, même de très beaux mondiaux en général. Et Martin avait fini d'ailleurs troisième également de ce sprint. Il avait ensuite réglé la mire sur la poursuite. Des très très beaux mondiaux autrichiens. Pas de mondiaux en 2018 pour cause de Jeux Olympiques en Corée du Sud. On passe directement en 2019 en Suède à Östersund. Et là par contre, quand Martin Fourcade arrive en Suède, c'est pas la même histoire, Romain. Ah, ça change un peu des autres éditions précédentes. Martin arrive en Suède complètement désorienté. En fait, il est carrément, il n'est que l'ombre de lui-même depuis le début de saison. Il occupe tout de même la 6e place du classement général, mais physiquement, c'est en trompe-l'œil. Ouais, c'est ça, c'est un peu un classement en trompe-l'œil. Mais on sent que physiquement, il en manque pas mal sous les skis. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il fera l'impasse sur l'ensemble de la tournée nord-américaine qui précédera ces mondiaux pour se préparer au mieux pour le point d'orgue de la saison. Même si malheureusement on verra que ça ne suffira pas pour aller chercher une médaille. Ouais, Mike, tu nous confirmes ça? Ouais, malheureusement, des résultats. Donc, ouais, on va pas se mettre à pleurer, les gars. C'est pas grave. Non. Ça, et je vous promets, il y aura une happy end à la fin. Vas-y, Mike, vas-y. Non, mais quand on voit que c'est la deuxième fois de sa carrière où il repart des mondiaux avec aucune médaille. Bon, la première fois, c'était sur ses premiers mondiaux. La première, c'est plus... Oui. C'est plus compréhensible. Là, c'était vraiment... c'était exceptionnel. C'était l'incompréhension. Il y a certains biathlètes chez qui on trouverait exceptionnel de remporter une médaille, comme Pete Rouchny va le faire. Et là, c'est exceptionnel dans l'autre sens, le fait qu'il en ait pas, quoi. Oui, c'est là où on voit que Martin était hors norme, quoi. Qu'il remporte pas de médaille. Son meilleur résultat, du coup, c'était une 5e place sur la poursuite. Et c'était vraiment pas la joie, quoi. Non, mais on voit, tu vas nous détailler le palmarès plus exactement, mais je vais un peu te devancer. Quand on voit Martin Fourcade qui fait un 10 sur 10 sur un sprint et qui finit que 6e, on n'y est pas habitué. Quand on sait que le lendemain, comme tu disais, il fait un 18 sur 20 et il ne gagne qu'une place, on n'est pas sur le... Voilà, c'est un autre Martin Fourcade cette saison-là. Je te laisse développer le reste du palmarès. Donc Martin avait commencé avec une 8e place sur le relais mixte, avec pourtant que 3 balles de pioche utilisées. C'est pas rien, mais bon, sur un relais, on peut le faire avec. Je crois que de toute façon, le relais était déjà, il était très mal embarqué. Il était déjà très mal embarqué, donc d'autant plus. Il n'y avait pas eu forcément d'incidence. Donc après, comme tu le disais, Damien, il a fini 6e puis sur le sprint, puis 5e sur la poursuite en gagnant une petite place. L'individuel, donc là, faut le dire, c'est la débâcle complet avec une 39e place avec c'est sa plus mauvaise performance, je crois. C'est la plus mauvaise performance mondiaux. Exactement. Après, il nous fait un relais homme dont Romain va nous parler parce que apparemment, il endort encore pas la nuit. Ouais, c'est comme l'individuel des JO de Pyeongchang. J'en fais encore des cauchemars. Ça en fait beaucoup de choses qui t'empêchent de dormir. Oui, c'est vrai. J'ai quand même plus de bons rêves que de cauchemars avec Martin. Ouais. Les tricolores avaient pris quand même la 6e place de ce relais. Et Martin, donc, il finit la 15e mondiale avec 5 fautes sur la mass start et une 24e place. Ouais, une 24e place totalement anonyme. Je ne sais pas si vous et les auditeurs se souviennent de cette image où il franchit la ligne. Oui, un peu dans... Il n'a même pas vraiment d'expression sur le visage. Total, il n'est pas déçu. Il a déjà enlevé les cannes, il déchausse les skis, puis voilà, il part. Ouais, je pense qu'il pense déjà peut-être à ses vacances et de tout de suite tourner la d'ailleurs, page, Martin mettra un terme à sa saison juste après cette mass start. Exactement sur cette mass start qui donc terminera très très mal, une semaine mal engagée, une saison mal engagée. Pourtant, c'est un site où d'habitude il se débrouille bien, Martin Romain, je crois. Alors oui, c'est tout simplement le site où il a le plus gagné durant sa carrière. Combien de succès ? 14 succès. Ouais. Alors il y en avait 13 avant
ces mondiaux parce qu'il en a remporté un sur la saison suivante. Mais voilà, il a remporté 14 succès, qui fait de ce site voilà, où il a le plus prolifique en victoire pour Martin. C'est ça. Avec également Holmen Collen et Rupolding. C'est ça. Un peu plus bas. Mais voilà, c'était vraiment son site fétiche, donc on peut avoir un peu de regret quand on se dit c'était un site qui lui correspondait parfaitement à ses qualités de fondeur. Et malheureusement, c'est tombé la mauvaise année, enfin l'année où il a eu un coup de mou et ça a profité plutôt à Johannes Bö. Pourtant, on s'en souvient, mais on aura l'occasion, quand on parlera du podcast sur la Coupe du Monde, on reviendra plus en détail sur cette saison 2019, mais on se souvient que cette impasse justement qu'il fait avant, c'est un peu une impasse pour se régénérer, et même lui, en tout cas, il le dit, en espérant qu'il y croit, mais on y croit tous, que cette impasse après mondiaux pour lui permettre de revenir en pleine forme, justement, reposer, et puis très vite, on s'aperçoit que pas grand-chose a changé. Oui, mais c'est comme aussi les Norvégiens qui font souvent cette impasse avant les mondiaux, ça arrive souvent, comme Munkelen en 2016, les Norvégiens avaient fait en partie, je crois qu'ils avaient fait une impasse sur une seule étape des Nord-Américaines, mais ils avaient quand même zappé une étape nord-américaine pour arriver plus frais. Ouais. Arriver plus frais. Après, je ne sais pas si ça a fait ses preuves au final. On a bien vu au final en 2016 que Martin a tout gagné, quasiment, même si les Norvégiens ont quand même trucidé les podiums. Oui, voilà, les Norvégiens, de manière générale. Ils finissent quand même deuxième au tableau des médailles. Ils ont une organisation autour des grands championnats qui est différente des Français. Après, les autres pays, je connais un petit peu moins. Mais c'est vrai que, notamment, Björn Dahlén était le spécialiste. Bon, quand il était un petit peu plus âgé, notamment, ça se comprenait. Mais pour se retirer de la Coupe du Monde et arriver dans des conditions optimales. Björn Dahlén avait justement fait l'impasse sur les 2 étapes. C'était le seul des Norvégiens qui avait fait avant les mondiaux 2016. Mais aussi, une donnée importante, c'était que Martin avait déjà le général dans la poche, donc qu'il fasse une impasse ou pas, ça ne changeait pas grand-chose. C'est ça aussi. C'est vrai. S'il y avait encore un jeu du général, ils seraient restés, ils auraient fait la tournée nord-américaine normalement. Aymeric, tu voulais rajouter autre chose ? Ouais, c'est juste sur Ole-Einar Bjørndalen, c'est lui du coup qui était reparti avec le plus grand nombre de médailles pour la Norvège. Ouais, c'est pas l'année de l'impasse. Et donc Aymeric en parlait tout à l'heure de ce satané mauvais souvenir de Martin sur le relais homme, Romain. Ouais, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et l'océan avec. L'océan, enfin vraiment, ça a été une expérience dure à vivre, encore plus pour Martin, j'imagine. Mais voilà, le voir dépité, confit, de planter carrément il nous a fait de relais, la peine. Ça nous a fait vraiment de la peine et on voit jamais ça. Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, sur la course, Martin part en 4e relayeur français, accompagné de l'Allemand. Ils sont en 2e et 3e position et la Norvège est déjà loin devant pour jouer la médaille d'or. Tous les deux font déjà un très bon tir au coucher et ils vont jouer du coup l'argent sur le dernier debout. Et là, Martin passe complètement à côté de ce tir et il va visiter l'anneau de pénalité à 2 reprises et finalement il va franchir la ligne en 6e position, je crois. Et voir Martin complètement sonné, abattu, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais l'habitude de voir. Et en plus, après une saison galère où il avait déjà, il trouvait pas les solutions pour retrouver une forme optimale. Et après des mondiaux qui étaient pas extra déjà de base. Et là, faire planter un peu le relais des copains qui avaient déjà fait un très bon boulot avant. Là, c'était trop. Je pense que là, c'était bon. Là, faut les plier les bagages. Hop, on part en vacances et on laisse derrière nous cette saison et on part pour une prochaine. Mais... Des mondiaux à oublier dans une saison oubliée. On y reviendra. C'est ça. C'était une expérience très dure à vivre. J'avais même quasiment les larmes aux yeux pour Martin parce que c'était. Je me mettais à sa place un peu et je me dis, c'est un moment terrible. Ouais. C'est ça. Et puis, c'est même pas pour lui, c'est par rapport aussi à ses coéquipiers, tu vois. De planter le relais. Après, je pense qu'ils en ont pas forcément voulu parce que le nombre de relais que Martin a fait gagner ou qu'il a rattrapé, c'est plus que. Et puis Aymeric, on se demande, on le voit partir dans cette brume suédoise et on se demande, est-ce qu'on va le revoir? C'est ça aussi. C'est ça, pas mal d'observateurs dans le contexte, même de fans se demandaient si il arrêterait sa carrière après cette saison. Moi, je n'avais pas de doute. Tu te rends compte, Aymeric, je te donne la parole et Romain te coupe la parole. Alors, on sait qu'il est fan de Martin Fourcade. Ah, t'avais mais donné laisse la parole à Aymeric. Excuse-moi, c'est pas vrai, t'avais pas entendu.
Non, mais ouais. Non, je rigole, Romain, termine. Émeric donnera son sentiment après. Je sais plus ce que je disais. Non, bah vous voyez, Romain était lancé dans l'émotion. Hein. Dans une grande tirade. Vraiment, on ne l'arrêtait plus et maintenant il est perdu. Vas-y, Émeric. Qu'est-ce que justement, quand on le voit disparaître dans cette brume suédoise, est-ce que tu as peur de pas le revoir en fait? Peur de pas le revoir. En fait, moi, j'ai jamais ressenti comme ça. Ouais. Au fond de moi, j'étais très déçu, hein, normal comme beaucoup. Mais Ou que sa carrière, ou que sa carrière, sa belle carrière, alors pas forcément qu'on ne le reverrait plus, mais que c'était ses belles années étaient derrière lui et que c'était terminé, quoi. Alors ça, j'avais un petit peu douté parce que bon, au vu de la saison entière, pas que des mondiaux, oui, mais à aucun moment j'ai douté sur le fait qu'il allait revenir. Avec son esprit de battant, au fond de moi, j'étais persuadé qu'il allait revenir pour refaire quelque chose de beau la saison d'après, quoi. Il pouvait pas s'arrêter là-dessus, quoi. Voilà, non, il pouvait pas partir. Je voyais pas Martin partir au fond du trou, vu son caractère. Forcément, il se sentait obligé de montrer que... De revenir redresser la barre. Voilà, c'est ça. Et il reviendra. Il reviendra dès l'année prochaine, l'année d'après, pardon, l'année 2020, pour ce qui va être ses derniers mondiaux. À cette époque-là, on ne le sait pas encore. Nous sommes en Italie sur le site d'Antols Anterselva. Et cette fois-ci, Martin arrive en Italie plutôt avec le sourire, Romain. Alors Martin arrive à Antols avec son dossard jaune, voilà, qu'il avait perdu une saison plus tôt. Donc en tête du général, mais avec tout de même une avance légère sur Johannes Bö, qui avait en plus loupé les 2 étapes allemandes sur le mois de janvier, donc pour assister à la naissance de son enfant, ainsi que sur Quentin Fillon-Maillet, qui reste notamment sur une victoire lors de la Mastart de Pokljuka, qui était justement en plus le dernier rendez-vous avant ces mondiaux. Un groupe France, d'une manière générale. Un groupe France qui, voilà, on en reparlera plus en détail sur le podcast sur la saison. Mais voilà, un groupe France haut niveau et un Martin qui a retrouvé des couleurs par rapport à la saison précédente. Et donc le Catalan se rend dans le sud Tyrol avec 2 objectifs, 2 ambitions. Donc c'est de décrocher l'or mondial, mais aussi de conforter son dossard jaune. Tout à fait, pour le garder jusqu'au bout. Et niveau palmarès, Émeric, on peut dire que ça match. Ah ouais, ça match complètement même, parce que Martin va remporter 2 titres mondiaux à Antols, dont un qu'il attendait depuis de nombreuses années, celui du relais homme. Donc comme vous le savez tous, c'était un titre qui, côté tricolore, côté français, était attendu depuis fort longtemps. À côté de ça, donc la 2e médaille d'or, il l'a remportée sur l'individuel, avec un magnifique 19/20, même si on a tous tremblé très fort jusqu'à la fin de la course. C'est vrai. Romain finit avec juste de trembler. Ouais. Il en tremble toujours. Vous vous doutez bien. Alors j'en fais des rêves, si vous voulez savoir, ça va. Ça va, alors ça compense. Avec ça, donc il agrémente son gain de médaille avec une médaille de bronze sur le sprint. Et en plus de tout ça, donc il a fait une 7e place sur le relais mixte et la Mastart. Et il n'est pas passé loin non plus de la médaille de bronze sur la poursuite, puisqu'il termine 4e. Et Romain, il termine 4e de cette poursuite, Martin, mais avec le sourire. Et Martin, oui, qui finit avec le sourire, alors qu'il ne termine à la 4e place de la poursuite. Je crois que c'est du jamais vu. Martin qui finit au pied d'un podium mondial. On aurait plus tendance... Être aussi heureux d'avoir la médaille en chocolat. Oui, mais il avait une bonne raison. On aurait plus normalement vu un Martin avec le masque, mais oui, il avait une très bonne raison. C'était que son jeune poulain, alors je sais pas si on peut dire la relève, on verra dans quelques années, mais Emilien qui du coup avait décroché la médaille d'or au sprint, au finish, comme sur une étape du Tour de France, voilà, face à Johannes Bö, c'était himself. Ouais, himself, voilà. Se payer le numéro 1 mondial de la saison précédente, c'est quelque chose que pas grand monde peut se faire, mais pourtant, voilà, Emilien Jacquelin l'a fait, et tout à la joie de Martin. Donc, c'était un moment incroyable. Fort en émotion. Riche en émotion, ouais. Et même on l'a vu après, ensuite, lors de la remise de la médaille le soir, où Martin était vraiment tout sourire pour Emilien aussi. C'est ça, et ce sourire,
Aymeric vous l'a dit tout à l'heure en égrenant le palmarès. Il va également l'avoir quand il va aller chercher son titre mondial sur l'individuel. Et ce sourire, donc, il l'a grâce à cette victoire, Aymeric, mais aussi il l'a grâce à un nouveau record. Et oui, parce que avec ce titre individuel et celui du relais homme, Martin égale tout simplement le nombre déjà de titres individuels de Ole Narbjørn. De la légende, tout à fait. De la légende. Combien de titres exactement ? Donc 13 titres au total, mais 11 individuels. 11 individuels, ouais. Et par la même occasion, il passe aussi devant son adversaire de toujours, Emil Svensson, qui lui en a remporté un de moins. C'est ça. Et toujours ce sourire qu'il gardera pour cette course, cette apothéose, Robin, sur ce seul titre qui lui manquait à son palmarès, le relais homme. Ah bah je crois que c'était l'occasion ou jamais quand on voit l'équipe qu'on avait pour l'équipe de France avec je crois qu'ils étaient tous les 4 dans le top 10 à cette époque. Oh, il y a de fortes chances, oui. Je crois. Mais ils sont encore, je crois, justement. Et on avait une Dream Team qui avait remporté en plus le dernier relais masculin avant ces mondiaux à Paulding. Oui, il y a eu un espèce de mano à mano entre la Norvège et la France sur il y avait clairement ce match hein. établi entre la France et la Norvège. Cette médaille d'or se jouait clairement entre ces deux nations. Et pourtant, en fait, sur les championnats du monde, la médaille d'or se jouera plutôt entre la France et l'Allemagne. La Norvège va très vite disparaître, oui. Oui, je crois qu'elle va tourner dès son premier relais sur la note pénalité. Et du coup, elle aura toujours un retard qu'elle ne pourra récupérer sur une équipe de France et même d'Allemagne parfaite, quasiment jusqu'à la fin. Et ça a été un bonheur total de voir... je comprends. Et en plus, Romain, petit vénard, tu avais la chance d'être sur place. Oui, en plus, j'avais fait justement le déplacement pour ce week-end. J'avais été à Pokluka avant et j'avais enchaîné ensuite avec le dernier week-end des mondiaux de Nantols pour assister au relais et au mass start, mais particulièrement au relais de hommes qui était attendu qui n'avait pas été titré, je le rappelle, depuis 2001. Oui, c'est ça, on attendait cette médaille d'or depuis très 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 longtemps et Martin, c'était la seule médaille qui manquait au palmarès de Martin, en tout cas le seul titre qui manquait au palmarès de Martin et c'était tout simplement incroyable. Décris-nous ton sentiment sur place. Enfin, je suppose que tu as encore plein de souvenirs. Oui, je ne vais pas tout vous donner en détail, surtout la troisième mi-temps, mais ça reste... elle a dû être bien arrosée. Ouais. Pourtant, c'est ce qui aurait le plus intéressé nos auditeurs, je suis sûr. Non, mais bon, restons sur le sportif. Je pense qu'ils sont plus intéressés par le plan sportif. Mais alors moi, j'ai vécu surtout cette course en forêt, dans la forêt d'Antols, et on était en plus, on va dire, un petit comité. Mais pour dire, en fait, à Antols, les spectateurs sont à 90% allemands. Enfin, quand tu vas à Antols, tu te croiras en Allemagne. Et en plus, cette course, comme je disais, c'est assez joué entre l'Allemagne et la France. On va pas dire qu'on les a chambrés, mais c'était un petit plaisir quand même de les battre. Tu as dû te sentir un petit peu petit pendant la course, non, avec autant d'Allemands autour de toi, non? Oui, mais après, on s'est senti très très grand, après quand la France a gagné. Donc, on a bien fêté ça. Mais est-ce que les Allemands sont fair-play? Oui, ils sont très fair-play. Bon, après, en biathlon, oui, le biathlon de manière générale. Oui, voilà, l'ambiance est très fair-play. C'est pas comme dans d'autres sports, mais non, il y a une très très bonne ambiance. On se respecte et tout, mais on n'a pas manqué de faire la fête de toute façon, même avec nos amis allemands ensuite. Oui. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils étaient très très fans d'Emilien Jacquelin. Ils avaient même fait une musique pour eux, à rue Paulding, je crois. Ah, d'accord. Je ne voulais pas vous la chanter, mais... Non, merci. Mais non, c'était vraiment une fête. Enfin, c'est un moment qu'on n'oubliera pas, quoi. Même pour Martin, d'ailleurs, on l'a vu en larmes, littéralement, s'effondrer en zone mixte. On l'avait mixte. vu à la télévision. C'est vrai qu'il avait craqué avec cette image incroyable d'Emilien Jacquelin qui comprend pas ce qui se passe. Ah, mais c'est tout sonné, je pense. C'est tellement Enfin, je sais pas comment dire, mais... C'est un aboutissement. C'est comme si on était... Après, chacun aime les sports comme il veut, mais c'est comme si on était champion du monde de foot, on avait une 3e étoile, quoi. J'ai l'impression c'était une équipe entière qui gagnait. C'était toute une nation. Une finalité, ouais. Et non, c'était vraiment incroyable, et même surtout à vivre sur place, quoi. Merci Romain pour ce partage d'émotions sur place. Et justement, ce relais, il va être aussi un marqueur important. On le saura quelques semaines après... ces mondiaux, Martin Fourcade va annoncer sa retraite, la fin de sa carrière. Et il y a une rumeur
hein, en tout cas, qui est très incitante, comme quoi ce relais, le fait d'acquérir ce titre au relais, hein, ce but ultime, aurait été un tournant pour la fin de sa carrière, justement, à Martin Fourcade. Ça l'aurait décidé d'arrêter là. Aymeric, est-ce que c'est un avis que tu partages? Alors oui, c'est un avis que je partage, mais pas totalement, parce que je pense que c'est quelque chose qui devait déjà trotter depuis quelques temps dans un coin de sa tête, en fait. Et le fait de remporter le titre qui lui manquait, ouais, ça a été le déclencheur, mais Ça l'a l'idée, conforté, tu penses, dans une décision voilà. qu'il avait déjà prise. Exactement, ouais. L'idée, l'initialité, je sais pas comment trop dire, mais le début de cette idée, à mon avis, ne date pas d'ici, mais ça a été le facteur qui a fait que la décision, je pense, a été prise pleinement et qu'il savait qu'il pouvait partir sereinement. C'est ça, Et plus, voilà. Ouais. Romain, t'es du même avis? Sa saison était déjà réussie en grande partie. De toute façon, il avait parfaitement su rebondir après la saison Gadar qu'il avait vécue un an plus tôt. Il était vraiment au fond du trou, faut le dire. Hein. Et donc voilà, je pense que ça lui suffisait déjà amplement pour stopper sa carrière. Mais après, voilà, c'est sûr que ce titre en relais, je pense que, voilà, comme disait Aymeric, ça l'a conforté encore plus dans sa décision d'arrêter. C'est sûr, on le sait, hein, Martin Fourcade est un athlète avec beaucoup d'orgueil et on ne l'imaginait pas, même si on s'est posé la question tout à l'heure, mais partir sur une saison 2019 totalement catastrophique, hein, laisser notre image de lui. Après, bon, on y reviendra, hein, pareil quand on parlera de la Coupe du Monde, hein, mais c'est vrai que cet objectif olympique 2022 nous pouvait laisser espérer peut-être une continuité, ce qui ne sera pas le cas. Après, c'est vrai que des mondiaux, voilà, ça a pu le conforter dans sa décision. Voilà ce qu'on pouvait dire donc pour cet épisode sur les mondiaux. Moi, juste une question, les gars, avant de laisser nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez me dire quelle médaille vous a le plus marqué? Alors, médaille mondiale, hein, bien évidemment, dans la carrière de Martin, si vous deviez en retenir qu'une, laquelle, Aymeric? Alors, personnellement, bon, la dernière, avec le relais homme, ça a été quelque chose, parce que bon, c'est la dernière, puis c'est l'aboutissement Il faut de faire quelque un choix, chose. Aymeric, il faut faire un choix. Mais ouais, voilà, si je devais faire un choix, ça serait peut-être pas forcément sur une performance exceptionnelle ou quoi, mais plus sur une symbolique. Ça serait la poursuite en 2016. D'accord. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il finit devant les 3 adversaires de sa carrière, ceux avec qui le nom Martin Fourcade sera toujours accolé avec. Donc c'est-à-dire Ole Einar Bjørndalen qui finit 2e derrière lui, Emil Svensson qui prend la 3e place au sprint, devant qui? Devant Johannes Bö. Voilà, tout est dit. Merci. Voilà pour moi, donc ouais, c'est pour moi la course que je retiendrai des mondiaux de Martin. Avec ce titre, Romain? Alors, c'est pas que j'ai la mémoire courte, mais la médaille qui m'a quand même le plus marqué, ça reste quand même la dernière avec les copains. Voilà, c'est Logique. c'est tout un symbole et c'est dernier titre qui lui manquait, qui n'était plus arrivé au bleu en plus depuis 2001, comme on l'a dit. Ses larmes en plus à la fin, ça bouclait un cycle d'une carrière exceptionnelle. Et en plus, j'étais sur place pour le vivre. Donc, voilà, En plus de ça, je me demande si c'est pas une de nos publications les plus likées, celle-ci sur le site Biathlon Live, non, le titre de champion du étant de donné relais. qu'on vit depuis une seule saison, je pense que ça va être. Oui, non, mais bien sûr, mais par rapport justement à oui. cette. Je pense que oui, ça va être le meilleur. Pour dire que tu n'es pas le seul à être de cette mais je pense qu'on est pas mal à aimer cette course, mais comme aussi celle qu'a proposé aussi Aymeric, qui est symboliquement, voilà, avec les 4 gros mastodontes de la discipline, c'est très beau. C'est ça. Et toi, Damien, ta course? Ben, moi, je vais rester à Oslo. Ah. Et voilà, je vais pas être très original par rapport aux Jeux Olympiques. Hein. Vous allez penser vraiment que j'aime les équipes et la parité. Hein. C'est le relais mixte de Holmenkollen. Parce que ça lance la quinzaine. Et ça lance la quinzaine de manière royale.
vraiment, je trouve, ce relais mixte avec ce premier saut de Martin sur la bosse qui en appelle d'autres et voilà, qui va clairement lancer l'équipe de France masculine et féminine pour un résultat qu'on connaît tous. Et voilà, encore une fois, je plébiscite le relais et le relais mix d'autant plus qui est vraiment une récompense comme je disais pour Sochi, pour Pyeongchang, de toute l'équipe, de tout le staff, de tout le monde, quoi. C'est une victoire collective, quoi. Voilà. D'accord. Voilà pour mon souvenir. Écoutez, on va donc clôturer cette émission sur les mondiaux. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté. Merci Romain, merci Aymeric. Bon, merci Damien, c'était un plaisir, une nouvelle fois. Également, c'était un plaisir pour moi aussi. Et merci les gars, ouais. Et puis je vous rappelle, cette émission est sur les mondiaux est finie, mais il nous reste encore un troisième thème à évoquer. C'est Martin et la Coupe du Monde, encore une fois, vaste sujet. Merci de nous avoir écoutés. Souvenez-vous, n'hésitez pas à liker, partager cette émission, à commenter, à en parler autour de vous et puis à nous faire des critiques et des suggestions. Bonne continuation à toutes et à tous et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Ciao!